Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous avons dû réaménager nos programmes compte tenu de la finale de la Coupe du Monde de football prévue demain entre l'Argentine et la France. À la une de l'émission spéciale de ce samedi, retour sur le sommet États-Unis-Afrique dont les travaux se sont tenus à Washington du 13 au 15 décembre dernier. Autour du président américain, une cinquantaine de chefs d'État et le gouvernement africain. Les États-Unis parlent d'affecter 55 milliards de dollars à la coopération publique sur 3 ans. Le président camerounais Paul Biya, qui prenait part à ces travaux, est intervenu à plusieurs occasions pour parler, n'est-ce pas, de la situation de l'Afrique et défendre justement cette Afrique. Et il arrive aux États-Unis au moment où on assiste dans ce qui est considéré comme la rébellion dans le Nozo, n'est-ce pas, de la défection de certains, n'est-ce pas, qui étaient dans cette rébellion pour rejoindre ce qu'ils ont appelé le droit chemin. Voilà pour les titres. Pour débattre de ces sujets, Patience Tamfou, elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le docteur Nick Santos, un transfuge justement du mouvement de rébellion ambazonien. Élisée Yonta, il est économiste. Et voilà donc pour le plateau. Nous aurions bien voulu avoir avec nous le professeur Thierry Amougou. Malheureusement, ça tombe mal. Il accourt en ce moment. Assistant de réalisation Emmanuel Durand, Marinette Gimfac, Samy Cousin, régie d'antenne et mise en onde Jules Lati, présentation Jean-Marie Watonsi. Entretien au cœur du débat. Entretien, un débat de haut vol sur Média 2 Africa. Entretien, c'est avec Jean-Marie Watonsi. Bonsoir, Madame Tanfou, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir à nos invités, Docteur Santos et bien évidemment notre spécialiste en économie, Élisée Yonta. Je vous invite, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à regarder cette vidéo. Paul Biya, president of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Pourquoi je suis en vedette? Ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Des ministres dans la salle, des ministres qui sont dans la salle. Le président Kagame a parlé, il est parti. Là, c'est le ministre, c'est vous qui parlez. Vous avez votre micro. Et vous commencez. On vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur debout qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous restez assis, parlez assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi?
C'est moi. Il n'y a personne pour conduire les travaux. C'est ici. Excellent. Your Excellency. Bien voilà, on a l'impression d'avoir attendu une éternité. C'était à l'ouverture de la session plénière. Eh bien, c'est pas l'exclusivité, cette image que nous passons, mais elle est partie à monde de vision. Madame Tanfou, quelle réaction est-ce que cette vidéo du président du Cameroun suscite en vous? There was some, it was Oui, je very disais, static to me. oui, quelle réaction est-ce que cette vidéo suscite en vous? Well, I don't have any reactions because if my president came here at his age, I think we should congratulate him for actually making it to the US and for even being able to give this kind of a speech that he gave. We all know that when you get to a certain age, it's not everything that you can do that will be 100% perfect. Even you and myself here are not 100% perfect. When you get in front of a big crowd, you will not even be able to make it the way you should. So I would say that I give him a 100% congratulations for even making it to the US African Leaders Summit and to be able to make a speech. I Voilà, don't have merci, thank you any very much. Thank you very much, other. Mrs. Stanford. Nick Santos, bonsoir. Lorsque nous préparions cette émission, eh bien, vous nous avez dit que vous sortiez, n'est-ce pas, de la branche armée des combattants de l'Amazonie. Vous avez regardé cette vidéo. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Bonsoir. Yeah, one Jean-Marie was I was about to confirm if you can hear me. Can you hear me clearly? Yes, yes, I can. Yes, I can. Um, just like what, first of all, let me do that old the armed safe group, but in some of us resigned or had left separate. Take note that it began with lawyers and teachers strike, or protest gave way to other heights and scammers and armed robbers coming in to confiscate drugs before. So let me make it clear to you that I had always been a humanitarian and cameos or stuff, the face of revolution as in Gambia, I didn't really partake in the arms of it. Dr. Santos? Dr. Santos? Can you hear me? Yes. Can Yeah, we really you hear have you? problems with your sound. Would you please make sure you got a good quality sound because we can't really understand what you're talking about. I'll come back to you. Let me first go to Élisée Yonta. Bonsoir. Face au choc des images, il est difficile de trouver des mots dont le poids peut permettre de décrire à sa juste valeur une telle scène. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à Madame Tamfou, bonsoir à Monsieur Santos. Merci de m'avoir convié à cet échange. J'ai regardé cette vidéo. D'ailleurs, il y a une deuxième qui vient de sortir aussi, hein, où toujours au même événement, on voit Paul Biya s'en aller. Et c'est vraiment pathétique, ça fait très mal, parce que c'est encore pire, la deuxième vidéo qui vient de sortir ce matin, où on le voit partir. J'ose même pas répéter ce que j'ai vu dans cette vidéo.
Je ne sais pas si elle est déjà en circulation sur les réseaux sociaux. Ça fait très mal. On s'aperçoit là, vraiment, je suis désolé de le dire comme ça, ce n'est pas manquer de respect. C'est un homme Non, âgé. non. Ouais, mais je suis désolé de le dire, Paul Biya n'est plus dans l'incapacité physique de diriger, n'est plus dans la capacité physique de diriger le Cameroun. Ce n'est pas le premier, on a connu ça dans la Tunisie de Bourguiba. Je me rappelle, j'étais étudiant en France, on a vu ça. À un moment, c'était pas possible. On a connu ça en Algérie dernièrement avec Abdelaziz Bouteflika qui n'était plus physiquement capable de diriger l'Algérie. Et on s'est aperçu que c'était un groupe de personnes qui tenaient les ficelles dans l'ombre. Je pense que c'est le cas dans notre pays. C'est être lucide que de le dire, parce qu'il s'agit là du Cameroun. Et le Cameroun doit être placé au-delà des personnes et des intérêts de certains groupes de personnes. Voilà. C'est le Cameroun d'abord. C'est la nation, la patrie d'abord. Et en la matière, on s'est aperçu que, je ne veux pas évoquer les détails parce que il s'agit de la santé de quelqu'un, il s'agit aussi du poids de l'âge, nous allons tous y passer. Mais quand on a vu ce qu'on a vu dans la première, et surtout dans la deuxième vidéo qui est sortie tout à l'heure là, on s'aperçoit, c'est-à-dire que dans la deuxième vidéo, le président ne sait même plus où il est. Il ne sait même plus là où il se trouve. Ça veut dire qu'il n'a pas de repère. Il n'est même pas capable. Bon, Kagame est revenu dans la salle, il ne le reconnaît même plus. Je dis que vous ne pouvez pas diriger un pays dans ces circonstances. On ne parle pas d'une boutique, on ne parle pas d'une entreprise, on parle d'un pays. Donc, on a bien vu tous que le président n'est plus dans la capacité physique de diriger le pays. Et donc, lui, il devrait tirer les conséquences. Et les gens de son parti aussi devraient tirer les conséquences. Et surtout l'opposition qui le soutient. Une opposition qui sait dans quel état est le président et qui vient dire, ah non, nous y serons tous en 2025, alors qu'ils savent qu'il y a un moyen de le légitimer, alors qu'ils savent dans quelles circonstances ils sont. Et il est temps que vraiment on pose le débat sur la table comme cela a été fait en Algérie, cela a été fait en Tunisie sur Bourguiba, du retrait du président, d'une transition politique dans notre pays de 1, 2, voire 3 ans, et puis l'organisation des élections pour remettre en forme les institutions et un code électoral consensuel afin qu'on ait des nouvelles élections pour que le Cameroun soit remis sur les pas. Parce que vraiment là, c'est par respect pour l'âge de la personne, je veux dire, c'est pas seulement parce qu'il est président, mais par respect pour l'âge de la personne, je ne ferai pas de commentaires sur les détails. Mais le président n'est plus dans la capacité physique et même intellectuelle de diriger le Cameroun. Celui qu'on a vu là ne peut pas conduire les dossiers. Si quand il ne reconnaît même plus Paul Kagame, donc ce n'est plus, il ne peut plus diriger le Cameroun, c'est tout. Merci, Élisée Onta. Vous avez parfaitement raison lorsque vous mettez un accent sur d'abord l'âge du président, un peu comme l'a fait Madame Tamfou. C'est la sagesse, c'est l'âge de la sagesse africaine. Je crois qu'en ce moment, il devrait profiter, n'est-ce pas, de cet âge-là, de cette sagesse pour se reposer. Et là, s'il est avéré qu'effectivement, ce n'est pas un fake, parce que je reste encore dans non, ce n'est pas un fake. Ce n'est pas un fake. Cette réunion était retransmise sur des réseaux et j'ai assisté en direct à ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas un fake. Voilà. Donc, voilà, s'il est avéré, moi je crois que les personnes en charge, n'est-ce pas, de l'aider ne l'aident véritablement pas. Parce que je me demande, toutes ces personnes autour de lui, si elles peuvent accepter que leur père souffre le martyre d'une telle situation. Et là, je crois qu'il est temps quand même que les gens prennent leurs responsabilités. Pour lui d'abord, cet homme aujourd'hui seul, en fait, qu'on l'accompagne dignement, plutôt que d'assister à des scènes pareilles, s'il est avéré que c'est effectif ce que nous avons sous les yeux. Nous allons passer à autre chose à présent. 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés seront affectés à la construction des projets d'énergie solaire, au développement des télécommunications à haut débit, au développement des exploitations agricoles. C'est une des conclusions du sommet États-Unis-Afrique qui vient de s'achever à Washington. Au cours de ces travaux, le président américain Joe Biden a annoncé le soutien de son pays à une présence permanente de l'Union africaine lors des réunions du G20. Il s'est par ailleurs dit favorable à une réforme du Conseil de sécurité qui garantirait une place permanente à l'Afrique. Le sommet américano-africain intervient dans la foulée d'une batterie de mesures
prise l'été dernier, on se souvient, par Washington pour contrer la présence chinoise et russe en Afrique subsaharienne. La Chine, je vous le rappelle, est le premier créancier mondial des pays pauvres et en développement, et elle investit massivement sur le continent africain, riche en ressources naturelles. De même, la Russie y a fortement augmenté sa présence et cultive des liens étroits avec certaines capitales, notamment celles qui avaient décidé, début mars, de ne pas apporter leur voix à une résolution des Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine, gros point de tension avec les États-Unis. Il est à noter que 4 pays n'ont pas été invités à ce sommet. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Soudan, où des coups d'État ont eu lieu. Les États-Unis expliquent leur refus de les inviter par le fait que l'Union africaine ne reconnaît pas les dirigeants arrivés au pouvoir à la suite de coups d'État. Bizarre tout de même, cette réponse américaine. Je ne sais pas, docteur Santos, est-ce que vous êtes revenu avec nous? Are you ready? Are you okay with your microphone? Dr. Nick Yes, Santos? I am ready now. If you can hear me clearly, can you hear me clearly? Yes, I can hear you 5/5. Alors, je disais donc, docteur, que d'un côté, les États-Unis disent avoir suivi tout simplement les instructions de l'Union africaine. Yes, we're following what the United African Union said about, not bringing some of these countries over here. But when you remember what happened last time, when Gaddafi was killed, the US said they didn't want, Europe and America to go in there into Libya, but they did. They didn't listen to United African Union when they said it, when they asked for not, going to Libya. But today they're telling that yes, we couldn't accept some countries to come here because the African Union said, you know what, they came to power through coup d'état. What do you think about it? First, Mr. Jean-Marie, I didn't respond to the first question because of network problem. Let me use this Okay, opportunity briefly to respond go to the ahead, please. audience. Feel free to do that. The first thing is that, as you know, most of us had participated in the Northwest Southwest crisis, which began with the protests of the lawyers and the teachers and the decry against marginalization, and it automatically across the years transformed into a long conflict of 6 years, which Dr. resulted in Dr. an armed Santos, conflict. Dr. Santos, Yes. please let me correct it. My first question was your reaction when you saw that video. We're not yet talking about the crisis. No, we're talking about the Yes, video. Yeah. my reaction, why I brought that point is because I want to point out to you that within those who participated in this crisis, not all belong to the arm wing of this crisis, the arm wing, because the arm wing were basically hijackers, kidnappers, and thieves who use the struggle as a way to achieve their hidden intention. Because some of us were merely those who were decrying marginalization. So when you talk about armed separatists, you have to keep some of us away from arms because we never participated in the struggle when it was in the armed phase. Okay, having said that, I will come to the video you showed about His Excellency Paul Biya and the futures of, uh, uh, as a psychologist, I would say there were some futures of peculiarities of aging that were really evident there. But one thing is, I will blame the camera people because it's not everything that you have to put on air. Secondly, such briefings do occur in all circumstances because some of us who deliver speeches will usually have some briefing by our immediate entourage before we have to talk. For example, we know that the head of state is used to reading speeches, so his scripts are always prepared ahead of time. It would have been an opportunity for him to just head to the podium and read that speech, other than having that debriefing on stage or live camera. And should that occur, which often occur with each and every one of us, it doesn't have to be put online. And if it's put online, people should not use that as a sort of mockery. Because first of all, when you look at his age, as Mrs. Madame Tanfu said, you look at his age and you look at what he is doing for the nation, we should appreciate it. Because and then, but there's no, without saying much, I will say also that it's a call also for the readiness of transition.
And I believe that at this time, the country is getting ready for a transition. So that's all what I just have to say about that. Thank you. And then when it comes Okay. to this aspect of the West and African Union, we should understand that African Union and the West are institutions that do not quite get along, in the sense that most of the people in the African Union, they often hold conferences or they make decisions that are just limited to speech making, because most of their decisions that arrive in the African Union are hardly enforced. And when it comes especially to monetary policy, you see that the echo that the African Union was trying to hatch was killed only by some of the members of the ECO themselves, who are collaborating with France to make sure that Africa does not have a currency of its own. So we don't have much of our own. So if the African leaders have come up at this time, and especially President Biya, who said that the goods that are produced in Africa should be produced in Africa before taken out of the country. Not that they will take our raw materials, go and produce the goods and bring it and sell to us as finished products. I think when you look at that video that people are mocking at, and you look at what came out of President Biya's mouth, you will see that it is not really the who people are describing as such. And one thing I even said when I went to welcome the head of state, some of us who are ex-separatist leaders went there and welcomed the head of state. And in one of our interviews, we declared that the President Paul Biya the President Paul Biya I saw in 1984 when I was 12 years during the agro-pastoral show in Bamenda. And the second opportunity, which is seeing him at the Conrad Hotel, I look him to be too sound for his age, because he came there walking, greeting everybody, unlike Romos all over the place, and doubting Thomases, who had been talking about him being bedridden. That is not the bedridden man that we saw. So we should somehow give credit where it is due as well, other than criticism. Thank you. Okay, thank you very much. Mrs. Temfu, what is your take on the US saying that they didn't let four African countries to take part of this summit because they listened to African Union? What is your take on that? Well, I cannot decide for the US. My take is just that living in the US, I know they have a lot of principles and they do have their own way of doing things. And if the US say they are not inviting a certain country, I think they have a reason why. If they invited Cameroon, which is my country, I think that I was very happy. And I am still very proud, like Dr. Santos just said, we shouldn't take videos that have been made up and make a mockery of our own country. One thing I've noticed with Cameroonians is that we are not lovers of ourselves. We don't love our own country. We don't even love ourselves. If somebody can take something in the background and send it out there for it to be worldwide and begin to make a mockery of my head of state or of our head of states, I think that is not really signs of love of country. And the US has the right to decide who comes to the summit and who doesn't. So my take on Okay, that is just that whatever they thank decided you. is good for them and for Africa. Ok, voilà. Élisée Yanta, bon, vous avez entendu comme moi que, en fait, on accuse les caméramans d'avoir fait leur travail. Non, on va pas descendre si bas. Je ne pense pas qu'il faille parler de, on n'aurait pas dû filmer. Les caméramans sont là pour faire leur travail et il faut pas tout simplement attendre que ce soit dans l'autre sens pour qu'on dise, mais tiens, où sont ces caméras? Elles devaient être là. Non, il faut comprendre, il faut aller Just au-delà. don't you edit? I think they Excuse-moi. have Je to voudrais edit. dire une chose, s'il vous plaît. Je voudrais dire une chose. Oui, oui, Il n'y a Élisée. pas ici à accuser les caméras. Je ne sais pas. On est dans un auditorium. Je ne sais pas si les gens qui Mm. parlent là ont déjà été dans un auditorium. On est dans un auditorium. Aux États-Unis, quand vous rentrez dans un auditorium, vous avez un micro portatif dont vous savez que. Et il était prévu que Paul Biya parle assis. C'est pour ça qu'on lui a mis un micro portatif et qui était ouvert déjà. Donc, il savait que le micro était ouvert. Et on a ouvert son micro juste avant qu'il ne monte sur l'estrade. Voilà. Et il était prévu, et le directeur du protocole lui dit que vous parlez assis. C'est pour ça qu'on a mis les chaises là. Vous avez constaté que le pupitre n'était pas au centre de l'auditorium. Je suis enseignant d'université. Le pupitre était à la marge de l'auditorium. Parce que celui qui introduit Paul Biya ne peut pas se mettre au centre de l'auditorium.
il se met à la marge. Et Paul Biya n'est pas filmé par un caméraman. Dans tous les auditoriums aux États-Unis, il y a un instrument de travail qui s'appelle une caméra et qui est relié à un système. Donc, Paul Biya était censé s'asseoir et parler parce qu'il avait déjà un micro portatif qui était ouvert. Et son directeur de protocole lui rappelle qu'il doit démarrer son speech. Voilà. Donc, c'est lui qui engage une conversation, sachant qu'il a un micro ouvert, où il pose des questions embarrassantes. Il est impossible de couper parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous êtes dans un auditorium, ça fonctionne automatiquement. Ça recorde, ça enregistre automatiquement. C'est tout. Donc, tout le monde a vu ce qui s'est passé là. Franchement, excusez-moi, Jean-Marie Boiton m'a dit que j'ai affaire à des gens sérieux. J'espère qu'on va avoir une conversation sérieuse. Si on commence à avoir des conversations, on commence à attaquer les gens. Jean-Marie, je pense qu'on se connaît suffisamment. Moi, je préfère laisser... I don't think it is an attack, it's a comment. Voilà, It is a comment. Voilà, le président est entré dans un... Le président, s'il vous plaît. It's not an attack, it's a comment. Quand vous parlez. And Le président est you have the entré right dans to un talk, and we have the auditorium. right to tell you that you are wrong. Portatif. Il était Mr. Yonka, censé finish, please. s'asseoir. Mr. Stanford, Le thank you. président est entré dans un auditorium. On vit aux États-Unis, on sait ce qu'on appelle un auditorium. Et dans un auditorium, il n'y a pas de caméraman. Il y a une caméra qui vous filme, ça filme tout le monde. C'est placé juste en face de l'estrade. Le président portait un micro portatif, comme les présentateurs de télévision portent. Et le micro portatif a été ouvert juste avant qu'il ne s'assied à l'estrade. Donc, à partir du moment où il s'est assis, c'était pour faire son truc. Voilà, donc à partir du moment où on va venir là dire, on blâme les gens. Moi, je regardais ça en direct sur un réseau privé. Et donc, on a vu ce qui s'est passé dans un réseau privé. Voilà. Donc, après, les gens rendent compte de ça. Je pense qu'il n'y a pas lieu de blâmer ici, de blâmer les gens. Non. Je dis, vous blâmez qui maintenant? Donnez-moi un nom de personne qui a blâmé. No, let me tell you what I'm talking about. Donnez-moi le nom talking du about caméraman qui a those filmé who le président. Okay. I'm talking Excuse about me. those who are Mr. spreading it Stanford. on Mr. social Stanford. media and Mr. making a Stanford. mockery of your own Mrs. president. Stanford. Mrs. Yes, I'm Stanford, listening. please, Yeah. let's respect one another. Whenever someone is speaking, let the person finish so you can react. So you have the floor. Okay, thank you. Mr. Young, I'm sorry about that. I'm just upset with the fact that only our own Cameroonians are spreading this around and making a mockery of a head of state who has been there for all of us and making it look like it has never happened to anybody. It can happen to them too. It can happen to anybody. And even if it happened to him, if it is not a setup or something that was made up, as he says, to me, I felt it was made up. And if it was not made up, so what? Look at his speech. I mean, go back to the speech and go back to the speech. Did he miss a word when he was reading that speech? Okay, then you said nobody should interrupt. But you're interrupting me. You have the right to, but I don't have the right when you're talking. I'm saying that nobody, look at the speech. Look at his speech. Did he make mistakes while reading that speech? No, he did not. It was just when he was going to make the speech. So why should we Cameroonians not respect ourselves, not even they're spreading it all over social media and making him look like we are not lovers of ourselves. We don't even love our country, Cameroon. If you come on go to social media, I was there a few minutes ago and I almost did not come to this debate because of what I saw and the comments that I read. If we can be the ones to expose ourselves, then it's a shame on all of us. Jean-Marie, je suis désolé. Moi, je vais me retirer de cette conversation. Je ne suis pas ici pour écouter Madame Tampou faire son monologue. Non, je dis que je ne peux pas. Moi, je ne veux pas écouter faire son monologue et donner des leçons de morale. Je suis désolé. C'était un plaisir. Merci. Franchement, c'était un plaisir. On va continuer. Élisée, avec tout le respect que je vous dois, on va continuer. On revient sur ce sommet. On se souvient qu'avant l'invasion de la Libye, je le disais tantôt, par la France de Sarkozy, appuyée par les États-Unis en octobre 2011, eh bien, l'Union africaine avait refusé l'option militaire, proposition alors catégoriquement rejetée par l'administration Obama.
Biden était alors vice-président de ce gouvernement-là. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la parole de l'Union africaine compte. Et ça, je suis surpris d'entendre les Américains réagir de la sorte. Élysée. Ben, je pense que là, on est dans la géopolitique. On est dans la géopolitique. Et, et je pense que les Africains doivent bien comprendre qu'il y a des mutations à venir sur le continent africain. Il y a des mutations à venir sur le continent africain. On l'a vu, ça a commencé quand il y a eu le printemps arabe. Un certain nombre de régimes dictatoriaux, comme nous pouvons l'avoir au Cameroun, ont été balayés dans la partie Maghreb du continent africain. Et aujourd'hui, c'est dans la partie sahélienne que ça se passe. Donc, et ensuite, j'évoquais dans une présentation que j'ai faite l'autre jour les statistiques qui, aujourd'hui, d'un think tank aux États-Unis qu'on appelle peer view. Et quand vous allez dans ce think tank qu'on appelle peer view, vous apercevez qu'à l'horizon 2050, il y aura 2 milliards 500 000 personnes vivant sur le continent africain. Et les diasporas africaines, je dis bien les diasporas, ça veut dire que les gens qui ont immigré par vagues successives pendant plusieurs siècles, donc hors du continent africain, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Asie, l'Amérique du Nord, etc., représenteront 1 milliard 500 000 Africains. Donc, cumuler les populations vivant sur le continent africain ou d'origine africaine, ce qu'on appelle les diasporas, ça fera 4 milliards d'habitants. Et ces populations-là, la classe moyenne représentera 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, c'est la population cumulée à ce moment-là de l'Inde et la Chine qui auront connu le vieillissement de la population, donc la population ayant régressé. Alors, si la population africaine ou d'origine africaine va représenter, en termes de classe moyenne, la population de la Chine et de l'Inde réunies, les projections de ce think tank présentent l'Afrique comme étant désormais la deuxième ou troisième puissance économique dans le monde. Ça, c'est des travaux nettement chiffrés, effectués aux États-Unis. À partir de ce moment, je comprends la position du président Biden, qui pense qu'il est temps que l'Union africaine, donc, parce que j'ai pas la même vision là que certains exégètes qui sont dans notre pays, qui continuent à voir, chacun veut être petit dans son petit, dans son petit royaume. Il faudrait qu'on commence à voir l'Afrique de manière globale. Et prise de manière globale, le président Biden a raison de penser qu'il faut que l'Afrique désormais soit le continent, donc à travers l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine ou bien le président en exercice de l'Union africaine soit membre permanent, assiste permanemment au G20 et ait un siège permanent au Conseil de sécurité. Ça va nous émanciper parce que vous connaissez vous-même qu'aujourd'hui, pour que nous parlions sur la scène internationale, il faut passer par la France ou la Grande-Bretagne qui sont des puissances coloniales. Je prends un exemple. Quand à la sortie du Covid, le Fonds monétaire a décidé d'un droit de tirage de 600 milliards de dollars pour les pays africains, on a fait un sommet à Paris. Si l'Afrique désormais est membre permanent du G20 et membre permanent du Conseil de sécurité, le sommet n'aura pas lieu à Paris, il aura lieu à Addis Abeba. C'est-à-dire que les chefs d'État vont se réunir à Addis Abeba. Je trouve que ça représente un progrès sur un plan géopolitique et qui va représenter en fait ce que sera le continent africain à l'horizon 2050. Ça veut dire la deuxième ou la troisième puissance économique dans le monde. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième point maintenant, vous avez évoqué le fait que la Guinée n'a pas été invitée à ce sommet, le Burkina et le Mali. Le Mali. Le Mali. Oui, je pense que, et le Soudan aussi, je pense que ça ne veut rien dire de la part des États-Unis. Dans la diplomatie, ce qu'on appelle en anglais international politics, il faut distinguer la real politics et la ongoing politics. Dans la real politics, c'est de ça qu'il s'agit, les États-Unis maintiennent une ambassade dans tous les pays que vous avez cités, particulièrement la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Les États-Unis maintiennent une assistance militaire à ces pays-là pour pouvoir combattre le terrorisme auquel ils font face. Les États-Unis maintiennent les programmes de coopération financière pour aider ces pays à se relever et les États-Unis n'ont pas participé au processus
de sanctions que la France avait notamment initiées à travers la CEDEAO. Donc, je ne veux pas utiliser le mot que ça a été bloqué, mais on a bien vu que ces sanctions-là, ça a décollé et ça a atterri moins de 3 mois après. Et en plus, les États-Unis travaillent avec les gouvernements qui sont en place sur les questions de désormais permettre à ces pays-là, une fois qu'ils auront réglé les questions sécuritaires, de commencer à transformer leur matière sur place. Vous allez sur le site de l'ambassade des États-Unis dans ces pays-là, vous allez voir tout un chronogramme de ce qui se passe. Donc, la diplomatie a plusieurs échelles quand on se situe aux États-Unis. Il y a la présidence, il y a le Congrès, il y a le Sénat, il y a le département d'État, mais il y a aussi les ambassades. Certaines opérations sont déléguées. Je pense que la décision des États-Unis simplement de ne pas faire venir ces chefs d'État-là qui sont issus de coups de force, c'est simplement pour ne pas pour éviter que si d'aventure ils voudraient s'imposer sans passer par les élections, que les États-Unis soient accusés de les avoir légitimés. Je pense que les États-Unis suivent la position de l'Union africaine et nous sommes tous d'accord avec elle, que ces gouvernements sont des gouvernements de transition et après à la fin de la transition, quand on aura résolu les questions sécuritaires, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez suivi celui qui a pris le pouvoir au Burkina. Donnez-moi une minute, je termine s'il vous plaît. Celui qui a pris le pouvoir au Burkina vous dit que 60% de son pays n'existe plus. Parce que les gens ont passé le temps à vivre à Ouagadougou, ils ne se sont jamais préoccupés de l'arrière-pays. Donc, il faut régler les questions sécuritaires, il faut régler la question du terrorisme sur leur État. Et de ce point, il faut que ces échéances-là soient terminées, qu'elles soient accompagnées. On l'a vu avec la RDC. Félix Tshisekedi a fait 4 à 5 passages de visite officielle aux États-Unis. Il n'avait pas rencontré le président en fonction. Mais vous avez vu que dernièrement, il a été reçu dans le bureau ovale. C'est parce qu'il y a des questions qui ont été résolues, la transition avec Kabila, l'apaisement du pays, et un certain nombre de questions ont été résolues. Donc, c'est une question de temps. Je ne pense pas que ça fasse l'objet d'un divorce diplomatique entre les États-Unis et la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Voilà, merci beaucoup, Élisée Yonta. Dr. Santos, one of the decisions of the summit was the creation of a sort of African diaspora committee. What do you think about it? Mr. Jean-Marie Watonsi, internet is so complicated. One thing about this is you should know that the international politics is a reflection of also what happens in our internal independent countries. Just like you can see here about a little picture that is online or a video that is being interpreted from different angles and causing public uproar by falsification and misrepresentation. Because me and you sitting here, we know that all of us do talk behind the camera, that if they bring it on camera, it will be a problem. So it was left for people who are taking charge of a very high stake ceremony like that to edit whatever goes out in that hall. So that was a mistake. And I cannot count that. I just listened to the other speaker trying to hush down Madame Tanfu. And also I think he should apologize to me, because you can't tell us that we are coming here to joke and you're gonna go. That's disrespectful, because I hate ego. When people say, for example, I cannot just say I'm going to leave a debate, abandon a debate, because it means you are belittling the other people who are on board. Yeah. So I cannot leave here without taking permission from you people. So that should be corrected when the next speaker has an opportunity. I was not happy with that. Then, when it comes to what you are talking about, American policy with African countries. Yeah. When it comes to what you are talking about, American politics with other African countries, we should know that the first question we should ask ourselves is, why is it at this time America is trying to do this? You have to know that America is using a type of cunning diplomacy, because they know that the war between Russia and Ukraine has broken some relations, have soured the relationship with China and other countries. And so their target now is to rally Africa behind them and show much interest towards Africa. The first thing is that we are suffering in Africa. We suffer in Africa because first, we don't have, the individual countries do not have a central bank of their own. What is the monetary zone
controlled and regulated by other countries from outside without the ability of us, the various countries, to print our own independent currency. The president of Ghana had said it that they will start trading in gold. They will not be trading in any foreign currency. The head of state, Paul Biya, called for the fact that all goods must be produced back in African countries and shipped abroad, other than them come and taking raw materials, go and finish them and come and sell to us at exorbitant prices. I would like everybody to look at that speech of the head of state and see that that is a man who gave one of the most important speeches in this summit for Africa, and Dr. Santos, Dr. Santos, Dr. Santos. Yeah. My question was clear, please. Let's forget about the speech. I'm asking you, I said, at the end of this summit, one of the decisions was the creation of African diaspora. Let's focus on that. How do you react? Yeah, but the African diaspora, I'm saying that, why is it occurring now? It's occurring now for a purpose. Have African diaspora not been existing for a long time ago? It is because of international diplomacy at this particular time with the war with Ukraine and Russia, whereby the United States is seeing that some African countries were trying to have relationship with Russia, whereas and then also China and other countries were trying to have strong relationship with Russia. So what happened is to placate the African leaders, because this is sweet talk. This is sweet talk. This is sweet talk. We are going to talk about the African diaspora, and then very soon, when the issue in Ukraine and the China relationship with the US is back to normal, Africa continue to be what Donald Trump referred to as a shithole country or shithole countries. Because let me tell you, if these people have a lot of concern towards Africa, the first thing to liberate them or give them independence is to give them economic independence. We don't have currency. Currency is not regulated by these individual currencies. It's produced from different countries and brought into the monetary zones. For example, the franc CFA, France controls it. So we need to have economic empowerment by being economically independent first. And let me say, creating an African diaspora, of what essence is it going to serve if the African countries do not control their currency? Good they question. do not control Good question. their own goods, because their goods, the raw materials are taken, produced abroad and brought back in exorbitant prices. So for me, this is wishy-washy. Thank you. Okay. Mrs. Tamfu, the creation of an African Diaspora Committee, what is the importance of such kind of organization? Well, what I learned from that is that it is going to deepen the cooperation between Africa and the Americans. But one thing that when I look at it, I see that Africa is not even united, because when we go to Africa, every country wants to think about themselves. So when we come to the African Diaspora Council that is being created, I think that we should first of all think about the unity of African states and how this is going to deepen the dialogue between Africa and America, so that we can have all these sustainable developments and bring, so that they can know about the problems that Africa is facing as a whole, because each country will want to say, my country is facing this, my country is facing that, which is true. I buy the idea of the Ghanaian president. They have had so many meetings, and now it's time for implementation. But how do we implement all this after this creation of the African Youth Leaders, Youth League, after creation of the African diaspora and all whatnot? And we just want to know what is going to take effect, but it has to start from us. And before it starts from us in Africa, as Africans, like the Ghanaian president said, every black person is considered an African. They don't care whether you come from anywhere in the world. As far as your color is black, you're African. The moment our leaders sit together and think about what they can do for Africa, I think that Africa will be more advanced, because the problem is the unity between our leaders. If our leaders sit together and come up with certain things and say that Africa
by itself, just like Dr. Santos said, have to have their own currency. We are not sending our raw materials out again. We have to learn how to produce our own. How can they come and take timber from us and go and produce books and come back and sell to us instead of us doing it by ourselves? So I think that the creation of an African diaspora is going to take a long time for it to come to really for it to be realized, because we have to first of all be Looking united in at this, Africa. looking at this diaspora's problem, do you think that from the Cameroon perspective, is it important, the diaspora, for a country like Cameroon? Yes, I think that is very important, because looking at it, Cameroon even wants to separate, and Africa and the United States is asking for an African unity where they can work with the African diaspora. So I think that it is a very pertinent issue looking at our country, Cameroon, and seeing what is going on right now. I think we need to rethink and go back to the drawing board and come back to our senses. Okay, That is what I can say. as a militant of CPDM, the president of your party has promised more than three times, for the creation of a strong diaspora for Cameroon, and we're still waiting. Are we kind of waiting for Godot? We are not waiting for, he has done his part trying to do it, but we have to do our part trying to Yeah, but he's examine been ourselves. promising. That's my problem. It's like Uh, waiting well, for he Godot. has, well, he has promised several times, but if I promise you Uh-huh. that I'm coming to your house today and you don't keep your house clean for me to come in, how do you want me to come in? If I My house is promise you that, always yes, clean. we have to first of all come together as Uh-huh. Cameroonians. We have to come Yeah. together as Cameroonians. I live in the Washington area. I know what happens when we come to little meetings. Francophones they want to discriminate. They want to be Francophones, and Anglophones want to be Anglophones in their own little area. How do you come? How do you bring that house together? We have to start by examining ourselves. If we examine ourselves and we actually know that there's something wrong with us, because there is something wrong with us, let us not just look at the president. The president is trying, but we have to also try to come together Yeah, as but one. And then I what he is understand. promising us will come to uh, it will come to realization. Okay, I So see. Uh, what what Elise what do Yonta, you expect him to do? anyway, if you can If do we it, are not don't promise. united, That's all for me. Elise Yonta, on parle des matières premières, de l'Afrique, de l'exploitation de matières. Est-ce que on peut s'arrêter qu'à ce niveau, n'est-ce pas, du type de relation? Est-ce qu'il y a pas, on ne peut pas faire mieux? Je pense que Paul Biya n'a pas de leçons à donner aux gens ici à Washington. Il n'a pas de leçons à donner à personne ici à Washington. Ça fait 40 ans que Paul Biya dirige le Cameroun. Et il a pris le Cameroun. Aïdjo lui a laissé le Cameroun. Tout le monde se rappelle le discours d'Aïdjo quand il partait. Je laisse un pays en paix. Je laisse un pays prospère. Le Cameroun avait triplé le revenu par habitant en 10 ans. Je rappelle que la Chine a mis 20 ans pour doubler le revenu par habitant. Aïdjo a triplé le revenu par habitant en 10 ans. Paul Biya a pris le Cameroun. 40 ans après, le pays est en guerre au nord, le pays est en guerre à l'est, le pays est en guerre dans la partie ouest du Cameroun. Le chômage, les enfants de 12 ans sont devenus les microbes avec des machettes et des couteaux et envahissent le centre-ville et créent la panique un peu partout. Et lui, il se trouve à Washington. Mais il n'a pas de leçon à donner aux gens. Je vais dire quelque chose en anglais. I was listening to that conversation between a Nigerian journalist and a Dubai businessman. And the Nigerian Yes. journalist asked to the Dubai businessman, listen, we have oil just like Dubai. We have gas just like Dubai. And
why are we still poor when Dubai in 20 years have become a developed country? And then the Dubai guy said the key to the development is the leadership. La clé du développement d'un pays, c'est le leadership. Ce n'est pas la monnaie. Je suis économiste. Je n'ai pas une heure pour démontrer. Je peux démontrer théoriquement et avec les calculs que la monnaie n'a rien à voir. Le système monétaire que nous avons en ce moment nous permet de nous développer. Parce que beaucoup de gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas une question de monnaie. C'est une question de leadership. Nous n'avons pas le leadership qu'il faut. Deuxièmement, Paul Biavion aux États-Unis parlait de matières premières, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de développement aux États-Unis, on parle de technologie. Qu'a-t-on fait de la Silicon Mountain? Nous avons eu 40 000 milliards de francs CFA en 15 ans. Avons-nous seulement injecté 20 ou 50 milliards à Boya pour développer la Silicon Mountain? Pas du tout. On a vu comment les gens ont détourné l'argent à Yaoundé, acheté des grosses voitures, monté les immeubles, etc. Combien avons-nous mis pour développer la Silicon Mountain? Alors ils sont partis au Rwanda, ils sont partis au Nigeria, au Sénégal, ils sont partis un peu partout. C'est notre pays qui a perdu les talents. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand Paul Biya parle de transformation de matières premières, moi, dans ma jeune enfance, nous avons grandi à l'est du Cameroun. Le Cameroun avait 4 sociétés de transformation du bois. Le Cameroun transformait le bois à l'est du Cameroun et exportait au Japon, en Allemagne, alors qu'on n'a même pas la réunification de l'Allemagne, en Russie, en Indonésie, qui aujourd'hui produit les meubles en bois pour exporter aux États-Unis. Les Indonésiens exportaient les meubles du Cameroun. En Afrique du Sud, juste à la fin de l'apartheid, où sont ces usines? Qui a fermé ces usines? Qui a nommé les gens qui géraient ces usines? Et aujourd'hui, ces usines sont totalement pourries dans la forêt et on voit seulement des camions de billes de bois qui sortent. À qui la responsabilité? Je veux dire que les gens ne viennent pas nous donner des leçons. Pour lui, il n'y a pas de leçons à donner aux gens. En matière de financement de l'économie du Cameroun, je suis économiste et je peux démontrer que la diaspora camerounaise possède tout l'argent qu'il faut pour transformer l'économie camerounaise, au moins dans la création des industries. Mais je pose la question, combien de zones industrielles Paul Biya a construit en 40 ans de pouvoir? Au Cameroun, on a entendu le débat à l'Assemblée nationale. La ligne 94, c'est 200 milliards de francs par an depuis 20 ans. Ça fait 4 000 milliards. Combien d'argent on a pris sur cette ligne 94 pour construire une zone industrielle? Je vois quelqu'un qui dit qu'il est ambazonien. On nous a montré une zone industrielle de 20 hectares chez lui à Bamenda, dans la broussaille. La zone industrielle de Hombe est dans la broussaille et dans les herbes. Qu'est-ce qu'on a fait de ces zones industrielles? Vous créez l'industrie où s'il n'y a pas de zone industrielle? Mais de quoi on parle? Même si on sort du CFA et qu'il n'y a pas de zone industrielle, vous allez créer les industries où? Vous allez créer ça où? Les barrages que Paul Biya a commencé avec les près de 4 000 milliards que nous avons payés à la Chine avec les usines d'eau. Aucun barrage n'est terminé, aucune usine d'eau n'est terminée. Les populations n'ont ni eau ni électricité. Mais de quoi il parle? Je veux bien qu'on débatte, mais parlons de concret. Il n'a pas de leçon à donner ici, là, aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, l'Amérique est l'Amérique parce qu'elle est dirigée par un leadership qui se préoccupe de l'avenir de son pays, qui se préoccupe du développement de son pays. Mais lui, en revanche, parlons de son bilan de 40 ans. Il n'est pas capable de nous donner. Le Cameroun a contracté 10 000 milliards de dettes. C'est les gens qui sont à Washington. Ils peuvent aller à l'université de Hopkins. L'université de Hopkins a ce qu'on appelle Center of African Study Center. Ils peuvent aller au Center of African Study de l'université de Hopkins. Ils vont voir que l'université de Hopkins a fait une recherche en ressortant les datas, les chiffres, les statistiques sur les prêts que le Cameroun a contractés à la Chine. Presque 10 000 milliards, avec 12 000 milliards à l'heure actuelle avec les intérêts dus. Quand vous regardez le pays là, où est parti cet argent? Vous avez les routes. Donnez-moi le nom d'une route qui a été construite. On vous parlera peut-être du port de Kribi, mais c'est un éléphant blanc. Ça fait 8 ans que cette histoire est terminée, ça ne tourne toujours pas bien. Quoi? L'eau, l'électricité, une école d'ingénieurs, une zone industrielle, un parc d'éoliennes, un parc solaire pour donner l'électricité aux gens. Qu'est-ce qu'on a vu? Je veux bien qu'on débatte, mais que les gens ne nous donnent pas toujours les leçons en disant ceux qui critiquent le Cameroun ne sont pas patriotes, comme eux, si eux seraient les meilleurs patriotes et tout et tout. Mais si vous êtes patriote, défendez votre bilan de 40 ans. Ne venez pas toujours nous donner des leçons. On dit ceux qui critiquent, ce ne sont pas des Camerounais, c'est eux.
il y a dans la diaspora camerounaise vivant aux États-Unis tout l'argent qu'il faut pour remettre le Cameroun sur pied en matière industrielle. Il suffit qu'on lance des emprunts obligataires libellés en dollars à la bourse de Douala et qu'on vous repaye votre argent en francs CFA dans un compte ouvert dans votre pays et qu'on vous défiscalise d'impôts. Il y a une convention de double imposition entre les États-Unis et de non-double imposition entre les États-Unis et le Cameroun. Ce qui veut dire que théoriquement, les Camerounais pourraient financer le développement industriel de leur pays. Donc ne venez pas nous dire, oh, le CFA, le marché, bon, ça c'est un débat. Voilà, Élisée Yonta, l'économiste, a parlé d'autorité, et c'est pour ça d'ailleurs que Média 2 Africa se propose une certaine collaboration beaucoup plus poussée avec notre spécialiste de l'économie dans les jours à venir. Dr. Nick Santos, everything is about leadership, according to Mr. Yonta. I think we did not come here today to basically criticize the 40 years of Mr. Bia's government alone without criticizing ourselves. Madame Tanfu made a very important point that the problem begins with us. I will tell you that being from the Northwest and Southwest regions, for example, and the crisis that we have had, the head of state, President Paul Biya, has trusted Anglophones or citizens from that area whom he appointed as ministers for the resolution of the problem. Most of them are not able to resolve the problem because they are not able to tell him the truth. So when they don't tell President Paul Biya the truth about what is really happening on the ground, you write a simple letter and you send explaining your own vision of how that problem can be resolved, and that paper ends up in the pocket of a minister and does not go to the authorities. When they ask somebody like Solomon Tandeng Muna, of course, in the days, what is the best thing to do for your people? He said the best thing is to build a prison. Exactly, I will give you that prison. If we have people around us who are not honest, because everything should not be at the head. The head gives instructions. The bottom does not follow. The command chain down is a failure. And the ministers that embezzle money, buy houses everywhere, and have foreign bank accounts are not Paul Biya's relatives. They are people who have been given trusted confidence to handle the mantle of the country, but they fail. Even as we see here, Mr. Wangmari Watonsi, you will notice that if we want to talk of most of the people also that we talk to, or who talk on media that we know where they militate with Kamto. They militated with Kamto. Kamto is the same branch of the CPTM. Why should he complain about the CPTM when he was a minister under it? He did not complain. And then you come out, you are batching Paul Biya every day. Even us, the Northwest, Southwest Sterners, will be pointing at Paul Biya that he hasn't done this, he hasn't done this. The person that first denied the existence of an Anglophone problem was an Anglophone. So we should fix our shit. Then everything will fall in place at the top. If something has gone wrong in 40 years, we participated in growing it to be the way it is. I don't see that I should all the time point my fingers at the 40 years and to Paul Biya because we ourselves are our own problems. Thank you. Dr. Santos, let's go and talk about this Northwest Southwest struggle. You were part of the struggle of the fight. Why? First of all, why? We'd like to know why you were part of it. The first thing is that. No, I'm asking you a question. I'm asking you a question. Don't tell me what the question is. I'm the one asking you. I said you were part of the struggle of the fight. You were in the bush. Why did you go to the bush? First question. Listen to me, Mr. Watonsi. When you ask an intellectual, you do not condition him how to respond. Don't tell me. The question is, I'm a free intellect. I can answer a question that you pose to me the way I want, without following the way you want. Because I know be a the rhetoric answer I'm going to give you. When you condition me, you want to get an answer from me which will suit what you want to, where you want to take me go. I'm a psychologist. Be careful. You don't ask me conditional questions. I will not take that. So I will tell you that God. it is not only me. It is not only me as an Anglophone or as a Northwest and Southwesterner who stood for the protest against the marginalized people of our regions.
And we came out, we did not come out in 2026 or 2022. We came out, we had started manifesting or protesting through the force of argument and not the argument of force, through the Southern Cameroon National Council, that we had AAC1 and AAC2 to explain our problems. And all these problems were written in paper, and everybody had the manifesto about how this problem started, how it aggravated in 2016 with the teachers and the lawyers, and how it virtually led into an escalation of armed conflict. So don't come and ask me that, why was it? Why did I join the manifestation? Because it is clear that there was a problem, and if there was not a problem, there wouldn't have been a grand national dialogue whereby decentralization, special status, and regionalism came about, which were concessions offered by the head of state, and some of us, the ex-separatists, accepted the concessions. Thank you. Okay, is your coming back a proof that solutions, the problems have been solved today? The problem has not 100% been solved, but there is Oh, okay. a point that I will make a point here. The government has shifted its position. Okay. But the hardliners who don't want to shift their own position to take a concession are because they came into the conflict with ulterior motives. They came in to kidnap people and take ransom and make riches overnight. They came in to organize crime syndicates or cartels of fundraisers across the world, swindling of millions of dollars. So the game has become so sweet. It has become so sweet to some of them that they don't want to leave it, because first, when you examine most of them, they don't have a job. Point number one. Two, American government is seeing a lot of money in their bank accounts without how they got it. Three, their conversations on telephones are about catching people and killing down their neighbors and targeting people who are rich in their community to finish them down on the ground. And that's what has been going on. So it is an organized crime syndicate cartel. So that, we have to distinguish the fact that some of us who joined it stuff, joined it for a positive reason, not for criminality. So that's why some of us had to say, no, these people who have joined in do not mean good for the general population. They have deviated from the original reason for which about 85% to 90% of us took to the street with Julius Ayok Tabe in 2014-15 with peace plans. The buying of guns was not in the picture. So coming into it with guns, some of us cannot participate in such things. We have to decry it. And that's why the United States is indicting people because of red flags of criminality and violation of Okay. human rights. Okay. Dr. Santos, I'm not done yet. I can imagine that it's through a dialogue, that you guys came to an agreement and you decided, to leave the fight from the other side. And could you give us some elements of the deal, please? Elements of the deal is simple. Is that the Grand National Dialogue at least was a stepping stone to the government shifting its position first from refusing that there was a problem, then recognizing that there was that problem, and calling on the Anglophones in government, like the Prime Minister and others, Anglophones in government, to set up a Grand National Dialogue which is going to discuss the problem. And in the course of discussion of the problem, of which typically those who were absent are these armed cartels. The armed cartels were absent because they are making a lot of proceeds of the people's genuine revolution that was hijacked. And also, you also notice that those who went there took a decision for the benefit of the majority, which was giving the people decentralization and regionalism, and Northwest and Southwest a special status. None of these armed cartels have ever sat down to examine what is the content of the special status. All is that it is independence or nothing. Independence or nothing. So the government tries to tell them to move their position a bit to discuss even federalism. They will not heed to anything but they want independence or nothing. So in this way, you see that some people do not want the conflict to finish because they have found a new job. And those are the people that some of us who were with them said, no, we can't continue like this, because if we continue like this, imagine when I remember when I began the Peace Task Force initiative,
as 3-4 years ago, I made it clear that of what benefit will it be for you to get a country without citizens? You get a country or you get the independence when about half of your population is dead. Because continuation of this, especially with a government that has a Republican army, and you people have few rubber guns and sticks and knives or whatsoever, you are heading towards suicide or homicide. And so let me tell you, Mr. Jean Marie, I'm a humanitarian and healthcare professional. I never participate in anything that has to do with impacting suffering on mankind. My job is healing, troubleshooting, and problem solving. That's what I do for a living as a psychologist with the U.S. Department of Health. So it's been normal that when they pick up arms, I had to resign. I had to resign. And I've been on the peace lane so far, trying to reach out to the government, trying to form peace initiatives, trying to see how we can come together to solve this issue peacefully. You must have heard about the Ghana Peace Conference, the Peace Task Force Initiative, the Peace Patriots. Those were all my products. Those were some things that I was marketing to the government. Okay, thank you. Mrs. Tamfu, it's a wonderful thing when we listen to Dr. Santos, who is for the end of the conflict. And that's why we have to open our arms and say, welcome, bro, isn't it? I think so. I think that I applaud Dr. Santos for the decision he made coming back from the bushes or coming back or actually realizing that everything should be solved not with arms and that we can sit on the table and discuss rather than fighting and killing ourselves. I have seen the separatist fighters now are going astray, killing themselves, killing even healthcare workers who are supposed to be taking care of them, killing more Anglophones than fighting for the rights that they wanted. I looked at the revolution. Yes, there's an Anglophone problem. Yes, I know there is an Anglophone marginalization, which is very true, which is what we all know, and you know also that it does exist. And how do we solve it? Can't we sit and talk about it and see how we can come to the table and say, okay, this is a problem and how do we solve it, which was done during the Grand National Dialogue, part of it anyway. I cannot say 100% of it was done. Part of it was done at that time. But then these separatists went back and they continued killing. They turned around now, not even killing the army or whoever they were fighting. They turned around killing their own brothers and sisters. If they know that you are in America or you are in the diaspora and you have a beautiful house in Cameroon, they do everything to go burn your house because they are losers. They have nothing to show for. I mean, I say it loud and clear because some of them, if you look at their backgrounds, they are nothing. If we are fighting, should we actually say that our children should not go to school? And when you are giving that independence, who will govern the country? Illiterates? You have a group of stark illiterates, or they will bring their own children from the diaspora to come and rule the northwest southwest region. I mean, it is just a matter of when I look at it, I see that my brothers who started this conflict had no plan of action, neither did they have any sense of direction. And I just think that it is about time for all of us to come back to the drawing board, sit with the government, sit and ask for what we want, we desire from the government, rather than fighting, killing ourselves, just like Dr. Santos said some of them have found a new job, making money, kidnapping people for ransom, kidnapping your own brothers and sisters, cutting the arms of your own brothers and sisters who are going to the farm just to feed their own children in the northwest southwest region. I mean, when you cut their limbs and then you render them helpless and you're sitting here in America working and making money, how do you think when you have the independence, don't you think that these people will go against you? Those who burned my father's house, for example, do you think that if they give them independence, I'll let them go free? It will be another conflict. I'll come after you.
Because you destroyed all my property. I am displaced. I can say that I'm one of the displaced because I cannot go home. Oh, when you have independence, do you want me to come there? If I come there, I'm coming to fight you. So I think that we should think about it and rethink and sit together as Cameroonians and one Cameroon and talk about it and come come to a solution, which is what Dr. Santos and Foncha have done, and I applaud them, and we do welcome them. And we did welcome Dr. Santos back to CPDM, and I want to say welcome, comrade, and we are ready to work with you. And I we are see. ready Okay. if you're ready to work together. Thank you. Thank you. Élisée Yonta, avant de revenir vers vous, I have a question, Dr. Santos. You were in the fight, even though you said you never, use weapon, you never use guns. Somehow, you, we, I want you to agree that you bear responsibility of the death, whatever we say, because you were in the fight. Even if today you decided to stop it, you bear some responsibility. So those people who died during this struggle, how do you reflect about it today? Mr. Watonsi, I will tell you honestly that by you say you bear responsibility, there are many ways Yeah. to bear responsibility directly or indirectly, right? So Hmm. let me tell you that the armed phase of the struggle began about 2020 or 2000, late 2019. I had resigned from the interim government in 2018 and early 19 before the pick up arms. And so, by any whatever the circumstances, as a psychoanalyst, it is but normal that I do psychoeducation. The program, the part I really played was basically psychoeducating. And when I was psychoeducating, I was psychoeducating on the areas where we have been marginalized. You know, we are living in the United States. It's a freedom for you to protest or to manifest peacefully against your right, even if it means making speeches that support people like Martin Luther King have done it. People like Malcolm X have done it. But in the course of that, there are casualties down the road. So for the casualties down the road, I feel very sorry. And even the others did not follow my example of resigning at the time that was needed, that they saw that this was going to lead into what it has led now. I will say that it's a bad thing that anybody died or people died. Mm. People died on the French side and people died on the English side, and all of them are our brothers. Any single person that died is our brother and our sister. And there's no way, better way of apologizing than to have been doing what I was doing when I resigned, was to form peace initiatives and try to reduce the debt and try to talk to my other brothers or compatriots who are still in the struggle and are still in the struggle up to today, like the people like John Bakoro, Eric Tato, Chris Anu, Ayabacho Lucas, all these people, I have told them time and time that they need to tell all the people to drop the guns and come out of the bushes, because anybody who is still in the bush will die. It's just a matter of time. Thank you, Doctor. Élisée Yonta, effectivement, nous venons d'entendre Dr. Nick Santos, qui n'est plus avec son groupe de combattants d'hier. Il a rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est sorti, comme on dit, de la brousse. Un acte à saluer, mais ce qui, comme je disais tantôt, ne le disculpe pas de ce qui s'est passé, Élisée. Ben écoute, moi-même, je suis, de par mes origines du Nord-Ouest, donc je me suis senti impliqué lorsque cette crise a commencé. J'ai écouté Nick Santos, j'ai écouté Patient Tamfou. Écoutez, je respecte ce que tous les deux disent. Mais je me rappelle aussi de longues périodes que j'ai passées en vacances dans le Nord-Ouest quand j'étais plus jeune.
et aussi dans le sud-ouest où j'ai pied à terre. Comme on dit, je fais toujours l'agriculture d'ailleurs. Et le problème anglophone, c'est la fourberie des gens qui en parlent. Ceux qui sont du côté du RDPC veulent préserver leurs privilèges dans le système. Donc, ils disent, voilà, ils parlent comme parle une personne là. Et ceux qui étaient des amazoniens, il y a là-dedans ceux qui sont allés pour toute raison autre que la raison pour laquelle il y a eu le conflit. Moi, je peux dire que nous nous sommes impliqués aux États-Unis en... Tout le monde sait très bien, je veux dire, je n'ai pas à cacher, mes vidéos sont sur la toile. Nous nous sommes impliqués dans la résolution pacifique de la crise anglophone par le moyen de la diplomatie aux États-Unis. Parce que, contrairement à quelqu'un qui veut disculper totalement aussi le gouvernement camerounais, c'est un conflit qu'on pouvait résoudre par la voie du dialogue. Et ce n'est pas les anglophones qui ont commencé à tirer le premier coup de feu. Nous avons bien vu comment ça s'est passé. Donc, on ne peut pas non plus disculper ceux qui ont tiré le premier coup de feu. Si un jour, il doit avoir une enquête internationale, c'est tout le monde, aussi bien les amis de Mme Patiente Tamfou. Si moi, je me fie à ce que j'ai entendu ici aux États-Unis, les amis de Mme, elle le sait, il y a des gens en tenue au Cameroun qui sont interdits qui sont travel ban ici, dans ce pays. Pourquoi ils sont travel ban? Il y a eu des hearings ici où on a demandé au commandant d'Afrique Une, on a demandé d'abord aux anglophones, est-ce que vous pensez que les armes que nous avons données pour la lutte contre Boko Haram est utilisées contre les populations civiles? Ils ont dit oui. On a appelé le commandant d'Afrique Une, qui n'est pas n'importe qui, il a confirmé. Et on a dit, écoutez, vous sortez ces armes-là du Cameroun et vous les déposez sur la base au Niger. C'est sur la page du Sénat, tout le monde peut voir cette vidéo-là. C'était une audition publique. Donc, ça veut dire qu'il y a des responsables. La violence, elle était de part et d'autre. Et nous avons pris une position intermédiaire qui a consisté à créer une task force pour lobbying les élus, les congressmen, les sénateurs, pour leur dire qu'il fallait une enquête. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et qu'il fallait mettre des pressions pour empêcher que la violence se perpétue. Alors, quand je vois Mme Tamfou qui veut jouer l'angélisme, elle oublie quand même que le Cameroun a été sanctionné de l'AGOA. Pourquoi on a sanctionné le Cameroun de l'AGOA si le l'État n'avait rien à se reprocher? Pourquoi? Et ce n'est pas la seule sanction. On a mis le travel ban sur certaines personnes qui ne peuvent pas sortir du Cameroun. Donc, nous avons travaillé pour qu'il y ait d'abord la fin de la violence. Parce que ceux qui étaient victimes de la violence, c'était les populations civiles camerounaises qui s'étaient aspirées à un changement, mais qui n'ont rien à y voir. Et je pense que la crise anglophone, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Nick Santos, ce n'est pas le grand dialogue qu'il y a eu à Yaoundé qui va résoudre la crise anglophone. Parce que ceux qui étaient dans la salle lors du grand dialogue sont là pour préserver leur position. Un monsieur comme John Fundi n'a rien à faire des gens qui souffrent. Ce qui l'intéresse, c'est son business qu'il fait avec Paul Biya. Un monsieur comme Atangadji n'a absolument rien à foutre du nombre de personnes qui meurent. Ce qui l'intéresse, c'est ses avantages dans le système. Et nous avons cessé de plaider pour qu'il y ait, sous l'égide des États-Unis, une résolution pacifique de la crise anglophone sous l'égide de la communauté internationale, à savoir le Nigeria, qui est un acteur, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Union africaine, l'ONU et les États-Unis. Exactement comme il y a eu pour les accords de Green Tree qu'on avait fait avec le Nigeria. Et lorsqu'on regarde, je peux dire aujourd'hui que c'est cette voie qui est en train je ne vais pas utiliser le terme gagner, mais on va vers cette voie-là, ce qui explique d'ailleurs la présence de Paul Biya aux États-Unis, parce que c'est Paul Biya, quand il est rentré à l'aéroport, qui a dit « Nous avons vaincu le maquis, donc nous allons vaincre ». On n'a pas vaincu le maquis avec le dialogue. On a vaincu le maquis avec des armes, des avions qui ont jeté le napalm sur les pauvres gens, les pauvres innocents. Donc la référence historique à nous avons vaincu le maquis, c'était de dire nous allons utiliser le moyen militaire pour résoudre le problème. Et le lendemain matin, on a vu des camions qui traversaient le pont du Vouri pour se rendre aux Nozo et avec des armes pleines pour tirer sur les gens. On a vu des canons, des mitrailleuses vissées sur les pick-up qui mitraillaient en plein cœur des villes comme Bamenda ou Boya. Mais nous avons travaillé parce qu'on avait bien vu que ce n'est pas possible pour ceux qui se battaient là de se mettre d'accord, parce que d'un côté, vous avez les élites anglophones du RDPC qui veulent préserver leurs avantages dans le système. Et d'un côté, vous avez les gens qui ont été marginalisés pendant longtemps, qui sont partis à l'étranger, qui sont prêts à prendre leur revanche.
Et les deux n'arrivent pas à avoir une position conciliée. Donc, nous avons pensé qu'il faut un dialogue supranational. Et ce dialogue supranational, nous avons vu, les États-Unis ont pris des sanctions, ont fait pression sur certains pays. Aujourd'hui, au Cameroun, on a d'abord le gouvernement camerounais ne peut plus se procurer les armes et les munitions pour alimenter le conflit. Et aujourd'hui, on va aussi vers empêcher les groupes sécessionnistes d'avoir les armes et les munitions pour alimenter le conflit. Et une fois qu'on n'a plus la violence, on a vu aussi Mme Karim Bass quand elle était au Cameroun, j'étais dans la call conférence qu'elle a fait au retour en disant qu'on avait posé comme priorité au Premier ministre la réouverture des écoles. Parce que comme a dit quelqu'un, effectivement, c'est ce qu'on a vu en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a du mal à se refaire aujourd'hui parce que la lutte armée a duré 30 ans pour la fin de l'apartheid et pendant 30 ans, les gens n'allaient pas à l'école. Donc, c'est toute une génération. 30 ans, c'est 3 décennies. Ça veut dire que toute une génération n'est pas partie à l'école et ils ont du mal à s'insérer dans le tissu économique, social, et ils ont même du mal à éduquer leurs enfants aujourd'hui que l'apartheid est fini et que les écoles sont ouvertes. Donc, on a commencé à voir progressivement la réouverture des écoles, même dans les zones contrôlées par les bandes sécessionnistes. Alors, quand je vois les gens qui veulent se disculper aujourd'hui dire, vous savez, viendra le temps, il y aura une résolution pacifique de la crise anglophone sous l'égide de la communauté internationale. Il y a des choses que je ne vais pas dire dans votre direct. Je connais mieux le dossier que les deux personnes qui ont parlé là. Parce que peut-être qu'ils ne me connaissent pas personnellement, mais il y avait d'autres forces qui n'étaient pas leurs forces, qui ont travaillé pendant qu'ils faisaient autre chose. Et une fois que le conflit sera résolu, il y aura très bien une commission d'enquête. Est-ce que ce sera au tribunal pénal international? Est-ce que ce sera la création d'une cour pénale internationale? Je n'en sais trop la forme que ça va prendre. Et les gens qui ont été impliqués à l'intérieur, que ce soit ceux du RDPC et que ce soit ceux des bandes sécessionnistes, c'est à ce moment que chacun devra dire sa part de vérité. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Comme disait l'autre, Dr. Nick Santos, welcome. It's never too late to do the right thing. We're really, really glad to have you, among us. Patience Tamfu, it was a great pleasure having you in this program. Dr. Nick Santos, same thing. Élisée Yontan, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps aujourd'hui, n'est-ce pas, pour nous donner ce pain intellectuel que vous avez apporté. La même chose avec Madame Tamfou, la même chose avec Dr Santos. J'espère pouvoir vous revoir sur nos antennes. Et merci de la part de Jules Lati qui assurait la mise en ordre et la régie d'antenne de cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt et bon match de Coupe du Monde demain, la finale, pour ceux qui vont regarder cette finale. Ciao.